On repart donc sur le cours sur l'induction. D'accord. Donc après avoir traité le circuit mobile dans B constant, ou plutôt c'était le circuit déformable, d'accord, dans B constant, on va envisager un circuit fixe dans B variable. Alors, dans un cas comme dans l'autre, le flux de B va varier à travers le contour qui va s'appuyer sur la spire, d'accord. Dans un cas, parce que cette spire avait une surface qui variait, et dans ce deuxième cas, c'est parce que le B est variable, mais la spire, elle, ne varie pas ni de surface, elle ne se déplace pas non plus. Voilà. Alors, ce faisant, on va pouvoir, disons, traiter un cas, disons, une spécificité qu'on n'avait pas eu à traiter jusqu'à présent. C'est le fait que si on a le courant qui va circuler dans la spire, bon, dans le cas des rails de Laplace, dans le cas du circuit mobile, du circuit déformable, bon, il y a une seule spire, d'accord. Mais il faut donc voir que ce courant, qui peut être engendré d'ailleurs par induction uniquement, ce courant, il va engendrer un champ magnétique, en fait, d'accord. On a vu qu'une spire circulaire, on a donné la valeur du champ magnétique au centre de la spire. Bon, sinon c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ce courant ici, le courant qui circule dans la spire dans laquelle je calcule le flux, d'accord, le flux d'un champ B extérieur à la spire, eh bien, cette variation de flux engendre une FEM qui va engendrer un courant, d'accord. Ce courant peut être dû aussi à une source déjà présente. Bref, ce courant... voilà, il va, lui, à son tour, engendrer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, eh bien, dans la loi de Faraday, je dois le prendre en compte. D'accord, Alors, ça fait une espèce d'effet qui se mord la queue un petit peu, mais néanmoins, ça doit être pris en compte. Et donc, ce phénomène-là, on l'a négligé jusqu'à présent. C'est-à-dire que le champ B engendré par la spire dans le rail de Laplace, on l'a toujours négligé parce que ce champ B, il est très très inférieur au B ext, au B extérieur, bon, qui est de l'ordre de 10-3 Tesla en gros, je pense qu'on a au moins 2 ou 3 ordres de grandeur de différence avec le champ magnétique engendré par le rail de Laplace, d'accord. Donc c'est complètement négligeable, mais ça aurait existé, d'accord. D'ailleurs là, dans le cas, donc paragraphe 4, je vais au moins le traiter de manière théorique, ce cas-là. Voilà, donc circuit fixe dans B variable, voilà, donc nouvelle circonstance, c'est que le B est variable, mais le B il va avoir deux origines, et en l'occurrence il a une origine extérieure et une origine propre, d'accord, voilà. Alors, on va démarrer voilà, sur ce paragraphe 4. Alors, les schémas donc, sont les suivants. Alors, le cas théorique, pour montrer qu'on n'a pas besoin forcément de n spires, que les choses arrivent dès qu'on a une spire. Donc là, je considère en noir une spire fixe, indéformable, d'accord. Elle est plongée a priori dans un champ magnétique extérieur, d'accord. Bon, variable, sinon il n'y aura pas d'induction. Donc variable. Pour calculer le flux, on dessine, on appuie un contour, donc globalement qui épouse le fil de cuivre filiforme correspondant. D'accord, on oriente ce contour, donc c'est C. Ok, on oriente ce contour. Voilà, on oriente ce contour. Alors là, c'est en vue de dessus, c'est pas en perspective. Voilà, donc avec la règle de la main droite, on trouve une normale. Ce contour délimite une surface. Voilà. Et à ce moment, on pourra calculer le flux du champ magnétique. Mais ce champ magnétique, voilà, il sera dû à des courants extérieurs. Mais ici, j'ai aussi un courant IT qui va circuler. Alors, l'origine de ce courant, ça peut être une source de tension que je n'ai pas représentée ou une source de courant que je n'ai pas représentée dans la spire. Ça peut être aussi dû... ça peut être un courant induit, d'accord, ou ça peut être un peu la combinaison des deux. D'accord, voilà. Et donc le champ magnétique ici, quand je vais calculer le flux du champ magnétique, là je vais par superposition dire que le champ magnétique au niveau de S, eh bien c'est le champ magnétique extérieur plus le champ produit par la spire dans lequel circule le courant I de T. Alors dans ce chapitre, on va systématiquement orienter I et C dans le même sens. On va voir pourquoi. Alors ça, c'est le cas un petit peu théorique. En pratique, si on veut que l'effet soit important, c'est-à-dire qu'on veut que l'effet, que ce champ propre soit relativement important, il faut en fait prendre plusieurs pseudospires. Alors voilà, donc on prend un solénoïde. Donc là, on a un solénoïde fixe indéformable, d'accord. Alors pour le dessiner, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut quand même qu'il y ait un devant et un derrière. Donc le solénoïde, là, quand c'est devant ici, vous le représentez de manière un petit peu plus épais. Okay.
D'accord, je vais présenter ici. Voilà, et donc ça fait alors on peut dessiner, on peut associer à chaque pseudospire un contour, d'accord, un contour mathématique C, d'accord, qui délimite une surface S. Ce contour, je vais l'orienter, d'accord, donc vous voyez ici les orientations que j'ai mises. Voilà, et donc si vous représentez ça dans l'espace, si vous fermez votre main droite dans le sens donc, de cette orientation, ça donne un N qui est comme ça, qui est dans ce sens-là que j'ai représenté à l'extérieur pour pas alourdir. On considère qu'on a N spires, d'accord. Voilà, j'ai un courant I de T, ok, et ce courant I de T, je vais l'orienter dans le même sens que C en l'occurrence, comme je l'ai déjà dit. Alors pourquoi ici les effets vont être beaucoup plus importants? Mettons que j'ai un champ magnétique extérieur, d'accord, et quand je vais faire le flux au niveau de S, j'aurai le flux de ce champ magnétique extérieur, mais le flux du champ magnétique dû au courant I de T, dû au solénoïde, eh ben, il va être engendré évidemment par la spire. C'est-à-dire, si je fais le flux à travers cette spire, par exemple, j'aurai évidemment le flux, j'aurai le champ magnétique engendré par la pseudospire elle-même, mais j'aurai surtout le champ magnétique engendré par toutes les autres pseudospires. D'accord, voilà. Donc ici, au niveau de cette surface, je vais avoir un champ magnétique important, puisqu'en fait, je vais devoir prendre en compte le champ magnétique engendré par toutes les autres pseudospires. D'un point de vue, si vous voulez, d'un point de vue calcul, quand on calcule le champ magnétique dans un solénoïde, en fait, comment dirais-je, on approche en fait chaque pseudospire par une spire circulaire, fermée, plane, etc. Voilà, d'accord. Et en plus de ça, si vous voulez, l'effet sera cumulatif puisque je vais en plus sommer sur chaque surface ici, chaque surface S, d'accord. Voilà. Donc là, je vais avoir un effet de champ propre, du champ propre engendré par I, important, parce que son flux sera important, voilà, d'accord, à travers chaque spire, et en plus, il y a plusieurs spires, voilà, d'accord. Voilà, donc en pratique, c'est sur ce type de dispositif qu'on mettra en évidence donc l'effet du champ magnétique propre. Alors, on va mettre tout ça en équation. Paragraphe 4.1, flux propre, on va définir ce qu'on appelle le flux propre et le flux extérieur. Donc le flux phi de t à travers C. Alors, voilà, donc ici, donc, à travers la spire, si je suppose que le B au niveau de la spire est uniforme, pour calculer le flux, ça simplifie un petit peu, mais je vous mettrai les formules générales. C'est B scalaire N fois S, d'accord. Si j'ai N spires, on va considérer que le flux, c'est N fois le flux à travers chacune des spires, d'accord. Voilà, donc ça fait N fois ça. Le champ magnétique B, donc comme je vous l'ai longuement expliqué, c'est le champ magnétique donc, extérieur, engendré par des courants autres que I, mentionné ci-dessus, et le courant ici B intérieur, donc engendré par le courant I de T circulant dans la spire ou dans le solénoïde sur lequel on calcule donc ce flux. Ici, on retrouve donc la surface fois NS. Voilà, donc c'est le principe de superposition. Le champ magnétique, c'est la somme des champs magnétiques engendrés par des distributions de courants différentes. Alors ici, donc, pour simplifier les écritures, provisoirement, je fais comme si B ext et B int, B extérieur et B intérieur, étaient uniformes. Donc le B extérieur, c'est le champ magnétique engendré par des courants autres que ceux circulant dans la spire ou le solénoïde sur laquelle on calcule le flux. On est bien d'accord. Et B intérieur, c'est le champ magnétique engendré par le courant circulant dans la spire ou le solénoïde sur lequel on calcule le flux. Voilà. D'accord. Alors, je développe tout simplement les choses. Et je vois que j'ai finalement deux termes de flux. B scalaire NS. J'en ai deux. Donc, c'est pour ça que le premier terme, je vais l'appeler le flux extérieur. Alors, c'est un peu un abus de langage. C'est le flux du champ magnétique extérieur. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Alors, si le champ magnétique extérieur n'est pas uniforme, à ce moment-là, il faut faire l'intégrale double, d'accord, de ce champ Bxt sur la spire, d'accord. L'idée étant quand même qu'on n'aura jamais, je ne vous ferai pas faire l'intégrale double de Bxt. Par contre, ce qu'on peut avoir à faire, c'est des champs magnétiques qui seront constants par morceau. D'accord. Alors, on a vu la définition du flux lorsque le champ magnétique était constant par morpho. Donc, si vous voulez, cette intégrale double, il faut plutôt la voir comme ça. Vous savez qu'à ce moment-là, c'est une somme, etc. Vous référez à la définition. Mais si on utilise autre chose que le B uniforme,
cette année, ce sera simplement le B uniforme par morceau. C'est-à-dire que B sera voilà, non nul quelque part et nul ailleurs. Il faudra quand même en tenir compte. Ce sera un cas simple de toute façon, mais voilà. Ok, bon, voilà, alors ici, ça suppose quand même ici, quand on écrit ça, que le champ magnétique extérieur, il est le même en fait sur chaque spire, d'accord? Ce que dont on pourrait un petit peu, voilà, c'est peut-être pas forcément le cas sur un solénoïde, bon, si le solénoïde est suffisamment ramassé sur lui-même, sinon il faudrait sommer en fait ces intégrales sur chacune des spires, si le champ BX était différent sur chacune des spires. Bon, j'avoue que, voilà, je l'ai écrit comme ça parce que c'est écrit comme ça dans tous les bouquins, mais quelque part, il y a quand même une supposition qui est faite quand on écrit ça. Voilà, donc ça c'est le cas général. Le flux propre, c'est le flux du champ magnétique intérieur. Voilà, donc on a toujours les mêmes notations, B int de S. Donc le B int, c'est celui qui est, voilà, c'est le flux engendré, je répète, par le courant qui circule dans le circuit sur lequel on calcule le flux. Voilà, donc là aussi, même remarque. Dans le cas général, donc on met une intégrale double, d'accord. Faut voir ça plutôt, je dirais, comme le cas où le champ B int serait uniforme par morceau, d'accord. Ça suppose aussi dans cette écriture que le champ magnétique intérieur est le même sur chaque spire. Sinon, il faudra en fait sommer sur chaque spire en tenant compte le fait que le B int ne soit pas le même. Mais on verra que dans les cas, en particulier dans le solénoïde, on a vu le B int dans un solénoïde, dans le cours sur le champ magnétique. Je vous ai bien dit qu'il était uniforme, d'accord, essentiellement uniforme. Bon, voilà, donc tout ira bien. Voilà, donc en définitive, le flux phi T, c'est le flux extérieur plus le flux propre. Voilà, d'accord. Alors, la spire ou le solénoïde est donc le siège d'une FM induite. J'applique la loi de Faraday, d'accord, loi de Faraday, E égale moins dφ sur dt. D'accord. Voilà, donc ça me fait bien sûr moins, avec l'écriture précédente, moins d sur dt de phi x, moins d sur dt de phi propre. D'accord. Donc on voit que le E de t, l'origine du E de t, son origine, voilà, il y a une double origine, voilà. Ainsi, donc, si on fait passer donc un courant variable dans la spirale solénoïde en l'absence de champ extérieur, on va mettre donc ce cas, voilà. Si on fait passer un courant variable dans la spire en l'absence de champ extérieur, eh ben on va avoir un champ B intérieur variable, d'accord. Si on fait passer un courant variable, on aura un champ B intérieur variable, d'accord, qui va entraîner donc, même en l'absence de champ extérieur, une EFM induite, d'accord. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'est le phénomène d'auto-induction dont on avait déjà parlé quand on avait fait l'électrocinétique en régime variable. Voilà. Donc, on va revoir ça. On va pas simplement donc admettre une formule ici, mais voilà, justifier pourquoi on avait ce U égale LDI sur dt. Voilà. Ok, donc phénomène d'auto-induction, donc je répète, sans champ extérieur, mais si on fait passer un courant variable, on a un champ magnétique, si on a un champ magnétique, on a un flux, donc on a un flux variable, donc on a une FME, et qui va évidemment influencer ce courant, va avoir une influence sur ce courant, d'accord, bien sûr, puisque, bon, d'accord. Ça, on l'a vu, après, c'est comme avec un rail de Laplace. Si dans le rail de Laplace, vous avez donc une source de tension, bon, le fait qu'on ait une FM, à ce moment-là, modifie le courant, voilà. Alors, voilà pour ce paragraphe. Alors, on va faire dans la foulée le paragraphe suivant, et on va parler donc du coefficient d'auto-induction. Puisqu'on le connaît un petit peu, c'est le fameux L, d'accord. Alors, voyons comment ici, vraiment, il se définit. Alors, on choisit de définir l'intensité I du courant traversant la spire ou le solénoïde avec l'orientation de la spire ou du solénoïde. D'accord. Voilà, donc on a deux solutions pour orienter I. Bon, là, ici, si on veut que nos relations soient vraies avec des signes positifs, il faut définir l'intensité I du courant, je répète, avec l'orientation de la spire, donc dans le sens de C. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis le courant I dans le sens de C. Voilà. À ce moment-là, alors on a la relation suivante. Donc ici, ce qu'on a vu sur les champs magnétiques, dans toutes les formules que je vous ai données, on a vu que le champ magnétique était proportionnel au courant qu'il engendrait. Donc le B int est proportionnel à I. Donc ce qui fait que quand je fais cette intégrale-là,
D'accord. En gros, ce I, de toute façon, le B, bon, il dépend de l'espace, d'accord. Et puis, bon, voilà, il est proportionnel à I. Donc, en fait, le I, je peux le sortir de l'intégrale. Hein. Je peux en fait le sortir de l'intégrale. D'accord. Et à ce moment-là, bon, il va me rester des termes que je vais intégrer. Ça va dépendre de la géométrie. Voilà. Mais le phi propre, il va s'écrire une constante fois I. Hein, et L est alors une constante, donc strictement positive, hein, qui dépend de la géométrie de la spire ou du solénoïde. D'accord. Donc ça, pourquoi ici L est strictement positive, ça je vous demande de l'admettre, hein, et c'est parce qu'on a orienté I, comme je vous l'ai dit. D'accord. Alors on le vérifiera, on fera des calculs. On fera des calculs. Voilà. OK. Alors, L, donc, c'est le coefficient d'auto-induction de la spire ou du solénoïde. Et l'unité de L, c'est le Henry. D'accord. Alors, regardons un petit peu maintenant, on va essayer de retrouver cette relation U égale L dI sur dt qu'on avait. Alors, tension aux bornes d'un solénoïde en convention récepteur sans Bxt. Alors, pour l'instant, il y a un petit peu des trucs qui nous perturbent, mais... Alors, je prends ici, un solénoïde, d'accord, hein. Le solénoïde qui est ici, donc on va calculer le flux à travers chaque C, ici, donc j'oriente C, d'accord. Cette orientation de C me donne l'orientation de E par la loi de Faraday, et l'orientation de I, parce que je dois avoir un I comme C, d'accord, donc le I, il est forcément comme ça. D'accord. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit, hein, c'est que finalement E est orienté comme C, parce que c'est la loi de Faraday. I est orienté comme C, parce que ça va nous donner un L dans l'intégrale qui est positif. Donc finalement, hein, ce qu'on va retenir, c'est que le E de Faraday est orienté comme I. Hein, avec les flèches sont dans le même sens. Ça peut être positif ou négatif, mais les flèches sont dans le même sens. D'accord. Donc maintenant, si je regarde électriquement ce que ça donne... Pardon. Voilà, électriquement, ça donne la chose suivante. Voilà. Donc ici, hein, donc voilà, je vais remplacer mon solénoïde par, alors ici, E, donc la flèche de E, ici, hein, dans le sens de la flèche de I, okay, plus la résistance du solénoïde. Okay. Ensuite, je me place donc en convention récepteur. Donc je vais mettre un U ici, le U de T qui est là, je le mets avec une flèche dans le sens opposé à I. D'accord. On applique la réaction de Schall. U, c'est la tension aux bandes de E, mais avec une flèche dans le sens opposé à celle de E, donc c'est moins E. D'accord. Plus la tension, alors là, pour le coup, la flèche de tension aux bandes du solénoïde, elle est dans le sens opposé à I, donc ça fait plus R solénoïde multiplié par I. D'accord. Le E, c'est moins dφ sur dt. D'accord. Donc moins par moins, ça fait plus. D sur dt du phi, et ça, c'est le phi propre, en l'occurrence. Plus, j'ai simplement écrit RI. D'accord. Le phi propre, donc c'est LI, d'accord, avec un L positif. Donc la dérivée de LI, c'est L dI sur dt. Et puis il reste le terme en RI. Voilà, donc je retrouve bien que la tension aux bornes d'un solénoïde en convention récepteur, c'est U égale L dI sur dt plus RI. Voilà, avec ces quand même deux signes moins auxquels il faut faire un petit peu attention. Voilà, alors ce L, qu'est-ce qu'il vaut? J'ai dit que c'était l'intégrale, etc. Mais dans le cas du solénoïde, on sait que notre champ B int, il est constant, il est uniforme. Donc finalement, l'intégrale va peut-être pas être trop compliqué à calculer. Hein. Alors regardons, expression de L dans le cas d'un solénoïde. Alors le B intérieur, hein, c'était mu0 n sur L. Alors on l'a donné, la formule on l'a donnée dans le cours précédent. Grand N, c'est le nombre de spires, ce que j'ai bien noté ici. Petit L, c'est la longueur du solénoïde. Et puis on avait une règle d'orientation, hein, c'est qu'on fermait la main droite dans le sens de I. I était orienté par une flèche, donc on fermait la main droite dans le sens de I, et ça nous donnait un certain N. D'accord. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Hein. Convention d'orientation pour le calcul de B. Hein. Convention d'orientation pour le calcul de B. Je l'ai mis un petit peu... voilà. Hein. Convention d'orientation pour le calcul de B. Voilà, convention d'orientation pour le calcul N. Voilà, c'est donné, je vous ai mis N égale main droite avec I. Bon, c'est simplement pour se souvenir. Hein. N, donc c'est la main droite avec I, donc sous-entendu, enfin vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc si j'ai, je répète hein, ce que je viens de vous dire, si j'ai mis une flèche pour définir donc l'intensité du courant, je ferme ma main
dans le sens de cette flèche, et à ce moment-là, le pouce de la main droite me donne ce N. Hein, c'est comme ça qu'on on avait donné le champ magnétique. Hein, voilà, d'accord. À l'intérieur de solénoïde, on avait dit qu'il était uniforme. Hein. Là, comme le I dépend du temps, il est plus constant. Voilà, d'accord. Il dépend du I à l'instant T. Voilà, d'accord. Donc, avec cette valeur de B, on va calculer notre flux propre. C'est n fois l'intégrale de ce champ à travers une spire, à travers un disque, hein, d'accord. Bon, donc comme c'est uniforme, ça fait S fois, là le champ est uniforme, hein, donc ça fait la formule S B in scalaire N. Alors le N ici, attention, voilà, c'est le N du calcul du flux. Hein. Donc le N du calcul du flux, lui, c'est la main droite, ouais, je vous ai mis ici, hein, c'est la main droite qui se referme avec l'orientation de C. D'accord. Calcul du flux. Hein. Ce N ici, hein, d'accord, on se donne un C, on oriente C et on ferme la main droite avec cette orientation de C et le pouce de la main droite donne N. D'accord. Alors ici, I est orienté comme C. D'accord. Donc les deux N sont les mêmes, puisqu'ils ils vont avoir les mêmes conventions d'orientation. Hein. C'est-à-dire que voilà. Hein. Donc ici, calcul du flux, hein, c'est main droite avec I, mais I et C sont orientés de la même manière. Donc finalement, j'ai la même convention d'orientation pour le N qui me donne le B int et le N du calcul du flux. D'accord, c'est pour ça que j'ai mis la même notation. Bon, voilà. Ok, donc si on veut bien être rigoureux, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, le B int ici, qui est dans cette expression-là, je le remplace par cette expression qui est ici. N scalaire N, ça vaut 1. Voilà. Et j'ai un terme en N carré qui va apparaître parce que j'intègre sur N spire et que le champ magnétique, il est proportionnel à N parce qu'il est produit par N spire. Hein. Voilà, donc j'ai ce terme en N carré. Voilà, d'accord. Donc voilà le L ici qu'on a. Donc ça, c'est le L d'une bobine. Hein. Donc en gros, vous voyez qu'on avait des bobines, nous, qu'on a utilisées à 1000 spires. Hein. Donc vous voyez quand même que le N carré, ça va quand même faire pas mal, d'accord. Bon, le mu0, c'est du 4pi10-7. Hein, et le S sur L, bon, on peut un petit peu l'évaluer. Hein. Enfin, on voit que, bon, avec ça, on a un 10-7, mais on a un 10 puissance 6. Hein, donc on va arriver au millihenri, d'accord, parce que c'est à la dizaine de millihenri qu'on avait sur nos bobines cubiques, là, d'accord. Voilà, alors on retiendra donc que L est proportionnel à N carré. Voilà donc pour ce coefficient d'auto-induction, et ensuite on va passer à quelque chose d'un petit peu différent, donc je vais arrêter la vidéo.